comme vous le savez, je le dis souvent quand je vous rencontre, les questions du Moyen-Orient généralement tolèrent plusieurs perspectives, plusieurs lectures. Et qui suis-je pour aller monopoliser une seule lecture et vous la proposer? Ce que je vous propose, c'est une façon de voir et c'est à vous aussi de la contrebalancer ou de l'accepter ou de la modifier ou la rejeter, certainement. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant au niveau américain? Au niveau américain, nouvelle administration de Joe Biden, un grand routier de la politique américaine, une grande expérience sur à peu près 4 décennies et était aussi, comme vous le savez, aussi un vice-président. Et c'est un homme qui est connu par ses qualités de rassemblement, de parler à ses rivaux, essayer de chercher des convergences. C'est comme ça son caractère. Et aussi, l'autre point qui est peut-être une certaine limitation, il vient un peu sur le tard dans la politique américaine. C'est le plus vieux président qui arrive à la Maison-Blanche à son âge. À ce moment, Ronald Reagan, pour ceux qui aiment parfois faire des comparaisons dans la politique américaine, Reagan est sorti au même âge où Joe Biden est rentré. Mais aussi, il a une bonne, je dirais, présentation de son équipe. Il commence avec Kamala Harris. Alors, de ses origines identitaires, différentes, diversifiées, va propulser à ce poste la première dame américaine et une première dame qui est issue de cette hybridation culturelle et ethnique aux États-Unis et qui montre qu'il y a une bonne montée de ces nouveaux arrivants qui, disons, qui ne sont pas des arrivées de les communautés européennes blanches ou comme c'était l'habitude. Alors, c'est un ajout assez important et sur ce point, il va faire un bon éclat, surtout que la dame est quand même, a du caractère, elle a un bilan assez important. On ne va pas l'analyser en tant que tel sur le plan interne, mais au niveau politique international, elle n'est pas connue d'avoir, disons, une expérience tangible, mais elle est plutôt au niveau peut-être de la politique interne. Alors, je veux, si vous permettez, passer un peu quelques figures importantes dans la compréhension des enjeux du Moyen-Orient et dans la compréhension si entre M. Biden et M. Trump, est-ce qu'il y a une différence majeure, substantielle? Certainement, on a remarqué dès la première heure. Ça, c'est peut-être une limitation de la politique américaine, un certain handicap. Chaque président qui vient, qui arrive, il veut peut-être effacer ou gommer ou se distancier pour le moins du précédent. M. Trump l'a fait avec Barack Obama et maintenant c'est Joe Biden qui le fait avec Trump. Cette hésitation, ce changement dérange beaucoup les alliés et ceux qui misent sur la politique américaine, entre autres du Moyen-Orient, qu'il soit l'Iran, qu'il soit les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite en particulier. Et ça, je veux le mentionner sous peu. Alors, première figure intéressante de un, c'est Anthony Blinken, un homme qui connaît bien les rouages de la décision de la diplomatie américaine. Et il était bien positionné à côté de M. Biden en particulier, et il était bien aussi au ministère des Affaires étrangères ou ce qu'on appelle le Foreign State. Alors, pratiquement, M. Blinken a les atouts nécessaires pour bien naviguer au Moyen-Orient, de point aussi qu'il est francophone, donc il est capable d'aller faire des passerelles avec l'espace francophone. Et aussi, il faut le mentionner au niveau sociologique pour le moins, il est juif et c'est un juif libéral. C'est un juif qui, pas nécessairement, qui va cautionner toutes les thèses de sionisme ou de la politique israélienne, surtout de la politique de la droite israélienne. Et c'est pourquoi les gens ont senti en Israël un certain inconfort avec lui, mais par son doigté diplomatique, il a fini par être accepté et il essaye d'aller peut-être dans la même lignée de Barack Obama, avoir une bonne distance critique avec la droite israélienne sans mettre en danger
les intérêts américano-israéliens stratégiques ou militaires ou autres, puisque c'est une alliance entre ces deux puissances, comme c'est comme dans le cas de l'Arabie saoudite ou le Qatar ou les autres pays arabes, Émirats arabes unis. Une dame qui est intéressante à suivre, c'est elle, Madame Dossier nucléaire, si vous voulez. C'est elle qui a signé le dossier nucléaire avec l'Iran. Wendy Sherman est connue d'être une connaisseur quand même assez avancée dans le dossier nucléaire et c'est une diplomate très chevronnée et on mise sur elle pour pouvoir soit renouveler la participation américaine dans le dossier nucléaire et aussi essayer de rassembler peut-être une bonne support pour l'administration Biden dans l'espace européen, qu'il soit dans le dossier nucléaire iranien et dans ce qui est en son arrière, les relations avec la Russie et les relations avec la Chine. Parce que les conflits au Moyen-Orient ont toujours en arrière-plan les rivalités américaines avec la Chine qui est en avance, la Chine qui fait des expansions assez importantes et qui grignote des lieux où les Américains traditionnellement étaient maîtres du jeu. Et aussi avec la Russie, comme vous savez, M. Biden ne tolère pas beaucoup M. Poutine, même il l'a appelé the killer. Il l'a appelé qu'il est un meurtrier. Alors, c'est elle qui va peut-être être l'artisane, à mon sens, pour aller chercher une nouvelle politique étrangère, une politique internationale américaine. Mais celui qui est sur le terrain en Iran, et aussi il est intéressant, c'est Robert Malley. Robert Malley, il est un adjoint de Bernie Sanders, donc de la gauche du Parti démocrate. Il est aussi un libéral, même parfois on le met dans la case de la gauche, même une gauche assez extrême, mais c'est un libéral démocrate et en plus aussi il a des origines juives, même ses parents étaient à quelque part en Syrie, lui-même il a une bonne affinité avec les Syriens, alors et maintenant il est envoyé en Iran. Donc vous comprenez que c'est un homme qui se démarque beaucoup jusqu'à la contradiction avec les émissaires américains, soit au Moyen-Orient, soit à l'égard de l'Iran. Et il joue un rôle important. Et puisqu'il était dans le Crisis International Group, donc c'est un homme qui a une grande carrière dans l'international. Et on essaye aussi lui, il a créé un peu des remous en Israël, en Arabie saoudite, parce qu'il le voit trop sympathisant de la politique iranienne. Un nouveau arrivé, mais qui était certainement toujours en coulisses, mais il est maintenant propulsé surtout sur le devant de la scène, Hadi Amr. Hadi Amr, il est né à Beyrouth, d'origine libano-palestinienne, épousé à une Palestinienne encore, et qui est maintenant l'envoyé que M. Biden a dépêché au plus vite dans les derniers jours pour aller voir comment les Américains peuvent aider à une sortie de crise, de conflit actuel, ultra-violent. Et Hadi Amr a commencé d'ailleurs sa mission. Il rencontre des responsables israéliens, des responsables palestiniens, et même s'il a des origines palestino-libanaises ou arabes, alors il est bien accepté par les cercles israéliens. Il voit en lui certainement quelqu'un qui représente comme il faut la politique américaine et qu'est-ce qu'on veut au juste. Maintenant, est-ce que l'administration Biden va avoir une touche particulière pour la paix entre les Arabes et les Israéliens? Monsieur Biden est coincé. Il n'a pas vraiment beaucoup de latitude dans cette affaire. De un, il y a déjà des gains très importants au niveau stratégique aux yeux des Américains et même aux yeux des Arabes, qu'il y a des nouveaux pays qui ont signé la paix avec Israël. Alors,
le Maroc a signé, les États arabes unis, le Bahreïn et le Soudan. Et c'est une réalisation stratégique en faveur des Américains. Il ne peut pas la torpiller. Et c'est vrai que c'est peut-être dans l'héritage de Trump, mais ce n'est pas question de Trump ici. C'est question des intérêts de ces pays et c'est des intérêts américains. C'est pourquoi il va veiller à ce que ces accords de paix ne soient pas déstabilisés par le conflit actuel sur la terre de la Palestine. Et ici, il y a un point important. L'autre, la paix ici est très chaleureuse. C'est une paix qui est avec ouverture. Le Maroc, il y a une communauté juive très loyale, où il y a beaucoup d'affinités culturelles. Le Bahreïn, les Juifs sont bien aussi traités. Les Émirats arabes unis, aujourd'hui, il y a tout un déluge des investissements et ça devient un territoire ouvert pour les Israéliens. Alors, il faut veiller au point de vue américain que cet acquis ne soit pas délapidé. Donc, c'est une paix chaleureuse. On l'a vu avec les Émirats arabes unis, des visites. On a vu, par exemple, une coopération scientifique extraordinaire. Les Émirats ont envoyé même une navette à Mars. Alors, on voit que pratiquement, il y a un acquis qui diffère de la paix froide entre Égypte et Israël, la paix froide entre la Jordanie et Israël. Il y a quelque chose de nouveau. Encore, M. Biden devrait veiller à quelque chose qui est arrivé sous Trump. C'est celui d'une certaine normalisation dans les négociations avec le Liban et Israël. Parce que les Américains sous Trump ont été impliqués pour faire une redémarcation des frontières maritimes. Maintenant, c'est retenu en pause. Il y a eu des difficultés, mais quand même, c'était une ouverture, une façon de dire que le Hezbollah n'est pas le seul acteur qui décide comment intervenir ou laisser l'État libanais négocier. Mais ça, c'est un sujet que M. Biden devrait regarder. Maintenant, on arrive à ce conflit. Certainement, M. Biden est surpris. Moi, j'ai utilisé un terme que j'ai vu, il rechigne. Il n'arrive pas facilement à aller en avant sans faire des dégâts dans son propre camp. Le pourquoi des choses. Lui-même, personnellement, il a toujours dit « Je suis un fier Américain, un fier catholique et un fier sioniste ». Lui, il a une affinité pour l'État d'Israël et il sait bien que c'est un allié stratégique, c'est comme ça il pèse. Mais ce n'est pas l'opinion partagée dans son propre camp. Si vous remarquez bien, il y a de côté Elhan Omar, issu de la communauté somalienne et qui est une musulmane. On dit qu'elle a beaucoup d'affinités avec les frères musulmans, le mouvement des frères musulmans. Et l'autre, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, qui est aussi issue de communauté latino, et elle est pratiquement à la gauche du Parti démocratique. Alors, si on voit bien, leur parrain, c'est M. Bernie Sanders. Bernie Sanders, et comme les deux autres, parle d'Israël comme un État apartheid, ce que n'est pas dans le goût, ni dans la façon de penser, ni de Mme Kamala Harris, que son époux est juif, il faut toujours le rappeler, et que lui-même, comme je disais, M. Biden, n'aime pas ces excès de langage parce que c'est qui est ciblé, c'est plutôt un État qui a une grande importance culturelle et dans la mémoire des Américains. Et indépendamment si c'est juste, c'est faux ou pas, c'est pratiquement le... Pardon, j'ai fait quelque chose ici. Non, voilà. Et alors, c'est en ce sens que il y a cette difficulté. Je n'arrive pas à chercher celle-là. Pourquoi elle est sortie? Voilà. Alors, en ce sens, il a à sa gauche une forte pression de
ce trio. Parce qu'au début, M. Biden, quand vous vous souvenez un peu de son discours au Congrès, il était clair. La politique étrangère, c'est pour moi, mais la politique sociale, c'est Bernie Sanders. C'est pourquoi il est allé un peu trop à gauche, au goût même des démocrates. Mais dans la politique étrangère, c'est lui qu'il voulait. Mais à ce moment-ci, il n'arriverait pas facilement à satisfaire la gauche de son parti pour différentes raisons. Une des raisons, on peut la citer, c'est qu'il risque de perdre sa majorité au Congrès et avec les députés. Parce que vous savez, entre les députés américains, la différence est quelques députés, pas plus, en faveur des démocrates. Et quand vous allez au Congrès, c'est 50-50. Alors c'est pourquoi M. Biden, les élections qui arrivent sous peu, les midterms, comme on les appelle, alors il pourrait risquer, s'il prend une position extrême, et que les républicains lui fassent les surenchères dans sa politique à l'égard d'Israël. Même ici, et il est assez astucieux pour comprendre le fait. Benjamin Netanyahu, qui est depuis 12 ans, il est au pouvoir, après 4 tentatives des élections, il n'arrive pas à reprendre les commandes dans le gouvernement israélien. Ce qui fait que le gouvernement israélien est vacillant. Mais avec le conflit actuel, on voit que M. Netanyahu a réussi un coup indirectement. Il a brisé le tandem entre quelqu'un de la gauche et quelqu'un de la droite qui voulait le remplacer. Mais ce point, on ne peut pas savoir. Mais dans l'esprit de M. Biden, il est bien que M. Netanyahu soit mis à l'écart. Vous savez bien que Barack Obama et M. Netanyahu ne s'entendaient pas, même il y avait une répulsion personnelle entre les deux. Et peut-être Biden ne va pas l'hériter au complet, mais ce n'est pas lui qui va peut-être aller de nouveau faire des accolades avec M. Netanyahu. L'autre point où il a de la difficulté dans ce conflit israélo-palestinien, c'est l'impasse de l'autorité palestinienne. C'est la faiblesse du président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui n'a pas bien géré ni la réconciliation avec les islamistes, Hamas ou le djihad. Il n'a pas pu sauver l'unité dans son propre mouvement, le Fatah. Et on voit que M. Mahmoud Abbas, âgé, et qu'il perd de plus en plus le contrôle jusqu'à oser chasser de son mouvement le neveu de Yasser Arafat, Nasser al-Qudwa. Donc, il y a une impasse dans l'autorité palestinienne qui n'a pas bien répliqué à la mouvance de la paix des Émirats arabes unis, le Bahreïn, Maroc et autres, et qui n'ont pas même pris en considération son opinion et qui n'ont pas nécessairement intégré dans leur mouvement vers Israël. Et il a essayé de boycotter, mais il n'a pas réussi à le faire. Alors, le problème de M. Biden, comment avoir quelqu'un autre que Mahmoud Abbas? Et comment sauver l'autorité palestinienne qui représente le peuple palestinien? Ce n'est pas le Hamas qui représente le peuple palestinien. Même si le Hamas essaye d'être l'héritier de Abbas et d'être l'héritier de l'autorité palestinienne. Et ici, Biden est pris aussi dans une situation délicate. Est-ce qu'il va donner de l'appui à Hamas? Le Hamas est considéré comme un groupe terroriste, islamiste, appartenant aux frères musulmans et qui sont les mal-aimés de beaucoup de pays arabes. Par exemple, l'Arabie saoudite, pour eux, c'est un groupe terroriste. L'Égypte aussi. Les Hamas est un groupe terroriste. Et aussi, tous les États en Occident, à tort ou à raison, on parle un peu du constat, alors les considèrent comme groupe terroriste, incluant le Canada. Alors voilà, M. Biden, comment il va faire. Il a à la droite israélienne
une personne qui est fortement critiquée en Occident et ailleurs, et aux États-Unis encore, et le groupe Hamas qui est hors jeu ou il est paria dans les politiques étrangères américaines et occidentales et les alliés. Alors voilà, c'est très difficile pour lui. Si le Hamas réussit son coup d'être le représentant de l'autorité palestinienne, alors on va voir quelle politique va accepter dans le conflit israélo-palestinien. Un autre point qui va déranger M. Biden de plus en plus, c'est justement comment faire une sortie de crise directement. Parce que le conflit palestinien avec Israël, certainement, il est palestino-israélien. Question de la colonisation, question de la solution à deux États, un État israélien, un État palestinien, ce qui a été promis déjà dans le plan de partage en 1947. C'est déjà été promis et n'a jamais pu voir le jour. Alors, comment il va faire sur ce point? C'est vrai, il y a un problème sur Jérusalem. Est-ce que Jérusalem va être une capitale unifiée pour l'État d'Israël? Qu'est-ce qu'on fait avec Jérusalem-Est? Et comme vous avez suivi, le conflit a été un conflit, on peut l'appeler immobilier, un contentieux sur des familles palestiniennes qui ont été logées dans des bâtisses à l'origine appartenaient à des Juifs, à des Israéliens. Et on voit de ce contentieux, qui est à peu près chaque jour entre les Israéliens et les Palestiniens, partout, on voit d'un contentieux qui n'a pas été ni bien prononcé par le tribunal israélien, non plus par le royaume jordanien qui a donné le droit de location à ces familles, et ça éclate. Et on voit les grandes frustrations qui sortent. Et si jamais le Hamas pourrait vanter d'un gain, c'est le voilà, c'est qu'elle a réunifié le peuple palestinien. Des Arabes israéliens qui font un grand soulèvement populaire inédit et qui peut menacer la stabilité de l'État d'Israël parce que toutes les villes mixtes, juifs israéliens et arabes israéliens, sont au feu et dans beaucoup de turbulences et même des morts et des blessés, des centaines, et des gens emprisonnés et incarcérés, des centaines. Alors, pratiquement, ça peut déstabiliser ce vivre ensemble, même s'il était minimal. On donne un exemple. Durant la pandémie, figurez-vous que les Arabes israéliens, qui composent autour de un tiers du corps médical, quelques 50% du corps infirmier dans les hôpitaux et tout, ce sont eux qui ont aidé les familles juives. Et les familles juives et le gouvernement juif a aidé tant que possible d'aider beaucoup dans la vaccination. Israël était le premier qui a vacciné à peu près tout son peuple, incluant les Arabes. Alors, il y avait des moments de rapprochement. Monsieur Aoun, je m'excuse. Est-ce que vous pourrez avancer les acétates? Oui. Alors, simplement, j'ai terminé ce point pour arriver à... Donc, juste votre présentation est figée. Non, non, ça marche, non? Non, parce qu'on ne voit pas le... Il y a des Ah, commentaires. On ne voit maintenant? pas, l'écran ne bouge pas. Maintenant? Non. Ah. Qu'est-ce que je fais donc? OK. Ah, je Donc, reprends le partage. s'il vous plaît. Voilà. Ça bouge? OK, Oui, maintenant, oui, 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 je bouge un peu. Oui, ça va? Non? parfait. Désolée, merci. Non? Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis la figure de l'Iranien Rouhani et le Chinois? Excusez-moi, ben, je ne suis pas très fort aussi moi-même. Mes enfants, je suis la risée de mes enfants et de mes étudiants sur la question du Zoom et de PowerPoint, moi. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc, pratiquement, ce qui est arrivé à Gaza, on peut l'expliquer par la frustration palestinienne, et c'est juste et justifié, mais on ne peut pas fermer l'œil sur d'où est venu les 20 000 missiles à Gaza.
qui a aidé à construire une centaine de kilomètres de tunnels et de bunkers à Gaza. Voilà. Alors ici, on a trois puissances que M. Biden ne peut pas ignorer et que les alliés arabes des États-Unis n'acceptent pas qu'elles soient ignorées. Un, pour le financement ou le parrainage idéologique, ça vient de la Turquie, ce qui est avec M. Erdogan, qui est lui-même un islamiste ou islamisant ou proche des frères musulmans. Le Qatar, qui donne le financement, et c'est pourquoi le Hamas survit, il leur donne de financement, et ne soyez pas étonnés, ce financement arrive du côté d'Israël, via Israël. Et avec le Qatar, il y a une arme très importante, la télévision Al Jazeera, qui couvre et qui justifie et qui fait la promotion de l'idéologie de Hamas, puisque Al Jazeera sont pratiquement du côté de la mouvance des frères musulmans, encore. Et il y a la troisième puissance, même si elle n'est pas sunnite comme le Hamas ou comme le Qatar ou Erdogan, mais la puissance iranienne, c'est elle qui est responsable des missiles et de la force militaire et la force de frappe et la puissance de feu de Hamas à grande échelle. D'où les Américains et M. Biden est nécessairement devant ce dilemme. Est-ce qu'il peut retourner au dossier nucléaire sans prendre en considération l'enjeu des missiles balistiques et surtout l'enjeu de l'expansion de l'Iran au détriment des pays arabo-sunnites et surtout que l'Iran, depuis quand même quelques bonnes années, domine et la capitale de Liban, Beyrouth, et domine la capitale de la Syrie, Damas, et domine la capitale de l'Irak, Bagdad, et domine le Yémen, Sanaa, et ils ont aussi une main de frappe importante, les Houthis, qui certainement menace, même je dirais entre guillemets, humilie l'Arabie saoudite puisqu'il les frappe chaque jour par des drones très sophistiqués. Mais ces drones aussi entre les mains de Hamas qui sont très sophistiqués. Et même le Hamas a un sous-marin qui peut l'utiliser par un moyen très sophistiqué pour aller frapper des puits de pétrole, de gaz dans la mer en face de Gaza qui appartiennent à Israël. Voilà. Alors, c'est pourquoi la stratégie américaine a besoin de regarder l'Iran. Mais elle va regarder l'Iran non pas avec ses yeux seulement, mais avec ce que je viens de mentionner, l'expansion chinoise. Monsieur Biden croit, il a l'illusion de croire, qu'il a la recette d'arrêter l'expansion ou la montée en puissance de la puissance chinoise et sa domination sur le système international. Et peut-être ça va arriver en quelques 2 décennies, 1 décennie et demie, mais M. Biden, au moins, il peut retarder ou quand même entraver ce point. C'est pourquoi la question de l'Iran est une question aussi d'une rivalité avec la Chine, américano-chinoise, très importante à considérer. M. Biden, à la différence de M. Trump, ne parle pas beaucoup avec un discours belliqueux, mais il a commencé à encercler un peu la Chine avec l'aide du Japon, avec l'aide de la Corée du Sud, avec l'aide de l'Australie particulièrement, et avec l'Inde certainement. Mais maintenant, on n'est pas sûr s'il va gagner son pari. L'autre point qui est très important pour M. Biden, que faire avec l'Arabie saoudite? C'est une grande puissance musulmane. Elle a les 2 lieux saints de l'islam. C'est un régime idéologiquement wahhabite, salafite, rigoriste, très réactionnaire, pour le dire les choses. Ça, au moins, il est ultra conservateur, pour ne pas employer d'autres termes. M. Trump a cajolé beaucoup l'Arabie saoudite, non pas parce qu'il les aime, mais parce qu'il veut leur argent. Et il l'a dit
clairement et brutalement à plusieurs reprises. Et il a protégé ce prince héritier que vous connaissez en bon occidental, le MBS. Et Mohammed bin Salman, le prince héritier, il est favori de son père, malgré que dernièrement, il lui met quelques petites menottes entre les mains, et qui est responsable moralement ou réellement de l'assassinat du journaliste saoudien qui écrivait dans le Washington Post, Jamal Khashoggi, qui a été aussi soupçonné d'être un islamiste. En bref, ce n'est pas le point. Il l'a tué d'une façon horrible et très sauvage. Alors, M. Trump a essayé de protéger la monarchie saoudienne et la famille saoudienne, mais M. Biden a essayé de se démarquer. C'est-à-dire, il a pris une solution mitoyenne. Il va dire qu'il y a une responsabilité sur ce prince héritier sans nécessairement le juger. Et il va décider qu'on ne traite pas avec l'Arabie saoudite avec lui. Si jamais il y a un ministre de Défense, il traite avec le ministre de Défense. Et on va essayer de l'ignorer après tout. Mais c'est vrai que l'Arabie saoudite est un allié des Américains, mais aussi les Américains savent très bien que c'est la première puissance pourvoyeuse du pétrole, non pas nécessairement pour eux, le pétrole saoudien et le pétrole du Golfe n'est plus important pour les Américains, mais il est toujours important pour les alliés des Américains, l'Inde, le Japon et certainement les pays européens. Alors, on va voir comment M. Biden va traiter ce point. Il va réexaminer cette relation avec l'Arabie saoudite, surtout par le biais des droits de la personne. Autre point qui va intriguer M. Biden au Moyen-Orient, l'Irak. Est-ce l'Irak? C'est toujours, il vit une transition ensanglantée et difficile après la fin de la dictature de Saddam. Mais on a maintenant un nouveau premier ministre depuis à peu près un an en Irak qui s'appelle Mustafa al-Kazimi. Lui, assez rusé, assez modéré, il va jouer un médiateur entre Américains et Iraniens. Il va ouvrir Bagdad pour des relations entre Iraniens et Saoudiens. Alors, il joue le rôle de go-between, comme on dit en bon anglais. Alors, le rôle de médiateur. Et même, il va encourager un mouvement populaire contre les milices chiites pro-iraniens. Et c'est pourquoi vous voyez depuis octobre 2019 à peu près, vous avez des soulèvements populaires et dernièrement, des pro-iraniens irakiens ont tué un grand journaliste en Irak et on voit que les chiites irakiens, c'est un peu bizarre, les chiites irakiens anti-Iran, qui est chiite, viennent brûler ou attaquer les consulats iraniens dans le sud du pays. Alors, on voit comment M. Kazimi va traiter les relations avec les Américains. Est-ce qu'il va être toujours au centre ou il va perdre sa position puisque, comme vous savez, il y a des élections qui arrivent et peut-être Kazimi ne sera pas au pouvoir après les élections parce qu'il ne veut pas s'impliquer dans les élections. On ne sait pas au juste qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, voilà un autre, si vous voulez, bourbier pour M. Biden au Moyen-Orient. Maintenant, la Syrie. La Syrie, on a remarqué dans les déclarations de M. Biden, il ne va pas laisser facile la vie au régime Assad. À la différence des autres, on le voit de plus en plus, lui et ses adjoints, critiquer beaucoup le régime Assad, qu'ils ont versé beaucoup de sang, que c'est sanguinaire, que c'est atroce et qu'il a au moins fait la moitié de son peuple comme déplacé et réfugié. Alors, il a un petit problème avec personne Assad, Biden. Et surtout, il a un autre point, et ici, il s'apparente à Trump, ils sont semblables, il
appuie les Kurdes. La stratégie américaine en Syrie, c'est donner un fort appui aux Kurdes. Et cela, ni Assad l'aime, peut-être un peu, pas beaucoup, mais Erdogan, le président de la Turquie, ne l'aime pas du tout. Et quand Biden est arrivé au pouvoir, Erdogan a senti le chaud. Il sait que M. Biden ne l'apprécie pas, n'apprécie pas sa politique, même il le voit comme un ennemi intime. Parce que vous savez, la Turquie est membre de l'OTAN, est membre du bras armé de l'Occident. Et on voit que Erdogan achète des armes de la Russie et il essaye de flirter avec les Chinois. Et même sous la table, il facilite les affaires des Iraniens pratiquement contre les sanctions. Alors, M. Biden dit que M. Erdogan aussi, il n'est pas à la hauteur de ses alliances avec les États-Unis. Et Erdogan a répliqué hier, quand il a vu que Biden veut donner un troc d'armes à Israël, il dit « vos mains sont ensanglantées ». Il va utiliser le même terme que M. Biden a utilisé contre lui. Et vous savez qu'il y a des soupçons, on ne va pas rentrer dans la confirmation, mais des soupçons que la Turquie a appuyé des factions islamistes comme ça, s'apparentent à Daesh ou à Nusra, et que l'Occident ne l'apprécie pas, non plus le Canada, c'est-à-dire, incluant. Et voilà, la Syrie va être quand même aussi un autre bourbier très important pour M. Biden. On ne sait pas au juste comment va-t-il faire. Les tendances et perspectives pour M. Biden. Tout d'abord, il n'y a pas nécessairement une possibilité d'ignorer le Moyen-Orient. Avec M. Obama, on a parlé de pivoter vers l'Asie, c'est-à-dire aller chercher des intérêts dans le continent indien, en Chine, ailleurs, et que ce Moyen-Orient, il n'est plus important, il a perdu de son poids géopolitique et de son importance stratégique. Mais cette réalité, elle est de moins en moins acceptée par l'administration Biden, ou pas lui peut-être, mais les stratèges américains. Ils ont compris qu'on ne peut pas aller vers l'Asie en court-circuitant le Moyen-Orient. Il s'appelle le Moyen-Orient, c'est-à-dire il est en moyen, il est centre dans les relations entre les continents et on ne peut pas facilement l'ignorer. Et sur ce point, le Moyen-Orient va retourner d'une certaine importance. Est-ce que c'est le conflit israélo-palestinien qui va l'attirer de nouveau ou simplement comment faire avec les autres pays que je viens de citer? Certainement, le Moyen-Orient va rester important. Maintenant, quel nouvel ordre au Moyen-Orient devrait se faire? Et comment les Américains pourraient accoucher un nouvel ordre? On l'a vu avec les accords de Camp David, avec le président Sadat, et qui a mis la paix entre l'Égypte et Israël. Et depuis, même si Sadat était assassiné, on voit que l'ordre va rester. Mais cette fois-ci, il y a d'autres puissances qui rentrent. Et on voit que le monde arabe est comme affaissé. Il y a puissance israélienne, maintenant qui est dans le trouble, puissance iranienne qui est considérée comme paria, et la puissance turque. Et on voit comment on va faire. Est-ce qu'on va sauver le Moyen-Orient arabe et on lui donne encore plus de force, de puissance, ou on laisse ces trois puissances le dominer? On n'est pas sûr, mais pratiquement, M. Biden a tout intérêt d'aller revivre les puissances arabes, comme je disais, miser sur les pays qui ont signé la paix avec Israël, Égypte, la Jordanie et les autres pays, et créer un front qui est pour la paix, essayer de
limiter ou alléger l'intrusion de la Turquie dans les dossiers arabes, comme en Libye par exemple, ou en Syrie, et surtout contre les Kurdes. Et pour l'Iran, voir si on peut négocier, non pas seulement le dossier nucléaire, mais aussi négocier les missiles balistiques de l'Iran et son expansion régionale. Ça, c'est très difficile. Mais en tout cas, voilà les grands défis, si vous voulez, entre les puissances dominantes dans le Moyen-Orient. L'autre point qui est important, c'est le Moyen-Orient a des rivalités sunnites-chiites. Maintenant, grâce peut-être à la cause palestinienne, on voit que cela se perd. Il n'est plus, le Hamas est sunnite, appuyé par le Hezbollah chiite. On voit comme il y a une certaine unité islamique, islamiste autour de la Palestine. On ne sait pas si ça va aussi s'enraciner, s'approfondir, et on aura une certaine réconciliation. Le clivage devient à ce moment idéologique et non pas sectaire. Mais il faut voir comment. Pour la cause palestinienne, je reviens sur ce point rapido presto, est-ce qu'on va aller toujours dans la solution à deux États? Est-ce que l'État palestinien, malheureusement, il perd sa condition d'existence, puisque le territoire palestinien maintenant, du mandat britannique, je dis, et il est à quelques 85%, il est entre les mains des Israéliens ou sous leur contrôle. Alors, comment faire? Ça, c'est une bonne question et qui est très difficile à résoudre. Est-ce qu'on va décoloniser, c'est-à-dire aller démanteler les colonies, ou comment on fait? Est-ce qu'on fait, par exemple, une fédération, une vision fédérative entre Israël, la Cisjordanie et le royaume jordanien? Est-ce qu'on fait une relation plus stratégique entre Gaza et l'Égypte, puisque, comme je disais, Gaza était sous la souveraineté égyptienne pour un certain moment? Est-ce qu'on fait cette solution fédérative, ou au contraire, on va se poursuivre dans l'effritement? Et dans l'effritement, il y a un grand danger. Et peut-être ce n'est pas si apocalyptique pour le moment, mais il se peut qu'il le soit. J'ai souligné les troubles dans les villages mixtes, qu'ils soient au nord d'Israël, qu'ils soient dans les villes du centre d'Israël, entre Arabes israéliens et Juifs israéliens. Alors ici, il y a un danger. Si la montée de l'extrémisme chez les colons ou les religieux extrémistes israéliens pourrait atteindre un moyen d'une façon ou d'une autre, dans une nuit quelconque, faire ce qu'il y a dans les cartons dans quelques partis israéliens, le transfert, c'est-à-dire expulser le peuple palestinien de ces régions, les faire sortir soit dans une guerre, dans des troubles, dans des turbulences. Et à ce moment, les 20% des Arabes israéliens pourraient diminuer et créer tout un chaos dans la région. Est-ce que c'est acceptable moralement? Certainement pas, mais est-ce que ce fait, surtout que dans le Proche-Orient, on a vu beaucoup de changements démographiques, on a vu des communautés éradiquées, déracinées de leur foyer dans les villes syriennes, dans les régions rurales syriennes, on l'a vu en Irak, on l'a vu ailleurs. Est-ce qu'en Israël c'est faisable? Certainement, ce serait catastrophique. Et sur ce point, il faut être toujours prudent pour aller chercher une solution pacifiante et non pas nécessairement une solution belliqueuse et dans une animosité. Maintenant, est-ce que le conflit entre Hamas et Israël va dégénérer dans une guerre totale? Il n'y a pas nécessairement des arguments
qui appuient ce scénario. Et il semble que le Hezbollah, au Liban par exemple, il est satisfait du résultat. Il a compris que Hamas a humilié Israël suffisamment et il a pu dire que si Hamas, avec 15 000, 20 000 missiles, a fait tellement de dégâts en Israël jusqu'à le déstabiliser, et ils ont lancé 3 000 missiles et plus, et moi, le Hezbollah, j'ai 150 000 et je peux certainement déranger plus Israël, et Israël va penser 5 fois avant de déclencher la guerre avec moi, et moi je déclenche, il va se contenter d'un rapport de dissuasion pour le moment, sauf une grande surprise qu'on ne peut pas calculer. Mais bref, pour vous dire que cette possibilité est un peu tamisée. La Syrie ne peut pas rentrer en guerre, le régime Assad n'arrive pas à contrôler son propre peuple et son propre territoire. Et pour l'Irak, il est hors jeu pour l'instant. Alors, c'est pourquoi peut-être on aura tous le scénario le plus possible, c'est une guerre d'usure, une guerre qui va affaiblir le côté proche oriental, c'est-à-dire Liban, Palestine, Syrie, Irak, mais le côté du Golfe, Émirats, Bahreïn, et en Afrique du Nord, ou le Maghreb, Maroc, ça va être plutôt des sociétés stables que plus ou moins stables, je dirais, mais ce n'est pas le même chaos et le même feu qui est autour le voisinage d'Israël, Palestine, comme on l'a mentionné. Merci pour votre écoute et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, M. Haoun. Donc, on passe aux questions. Donc, est-ce que je les vois, moi, n'est-ce pas? OK, je vois une question ici. Donc, pourquoi personne ne fait attention au drame humain qui se vit à Gaza? M. Biden est aussi un père de famille. Oui, certainement. Le côté humain, humanitaire, vous avez bien raison de le mentionner. Il est quand même qui fait bouger. Le problème, c'est comment chercher une solution. Ne pas être simplement au niveau de la solidarité humanitaire, ce qui est louable, ce qui est honorable. Mais malheureusement, dans les circonstances pareilles, chez les décideurs politiques, chez les gouvernements, les pouvoirs, les considérations plutôt politiques priment sur les considérations humanitaires. Je ne veux pas dire que les politiciens sont inhumains ou ils ont le cœur dur, ce n'est pas mon point, mais parce que les intérêts parfois peuvent prendre le dessus sur les émotions et les sentiments, même si nobles. C'est un. Deux, le peuple palestinien a montré beaucoup de résilience. Il s'est accroché beaucoup à ses droits irréversibles et tout le monde est respectueux de ce point. Mais même si la cause palestinienne est sacrée, sa sacralité ne signifie pas qu'on n'a pas le droit de critiquer les responsables de la situation. Même si les Juifs ont enduré dans toute leur histoire, Shoah et autres, Holocauste, ce qui est vrai et ce qui est horrible, mais cela ne signifie pas qu'on n'a pas le droit, le peuple n'a pas le droit, les observateurs n'ont pas le droit de critiquer les performances politiques ici des gens qui sont aux commandes. Alors, M. Biden regarde le monde et certainement il est attristé. Mais comment il va chercher une façon d'alléger? J'ai remarqué dans ses discours et ses commentaires les derniers jours, il dit on va faire une désescalade, on va peut-être calmer le jeu, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en 2014, à Gaza, il y a eu à peu près le même conflit sur 52 jours.
mais il n'est pas terminé avec une solution politique. Alors, on reprend avec 7-8 ans. Alors, la question, c'est il faut accompagner le cessez-le-feu avec une solution politique, avec une entente politique. Elle est difficile, oui, mais on ne peut pas, chaque fois, chaque petite génération, on va sacrifier des gens, soit dans les infrastructures, soit dans les pertes humaines. C'est là où c'est difficile. Pour les critiques de Hamas, les musulmans critiques, les Arabes qui critiquent le Hamas, généralement, on lui reproche qu'il est aventurier. Il n'a pas fait le calcul des gains et de pertes. Mais cette fois-ci, il faut voir, parce que pour le moment, il y a une large conviction, une perception acceptée que le Hamas a atteint des objectifs assez importants. J'ai cité un, celui de réunir le corps palestinien, l'identité palestinienne qui est il l'a réanimé, si vous voulez. Les Palestiniens sentaient avec le printemps arabe, les dernières 10 années, il a senti que chaque peuple arabe, chaque peuple musulman a ses propres soucis. En Libye, il y a une guerre, au Yémen, une guerre, en Syrie, une guerre, les Irakiens, une guerre, les Libanais sont en faillite totale, leur système bancaire les rend de plus en plus misérables et pauvres. Alors, ils ont pensé que leur cause, qu'ils l'ont toujours cru qu'elle est centrale et sacrale, elle a perdu de lustre. Mais cette fois-ci, avec cette guerre, on va voir. Mais il y a un certain gain au sens que la cause palestinienne est retournée au centre de la table. Alors, si elle est rentrée au centre de la table, on va voir comment on peut trouver une solution. On retourne à solution à 2 États, on retourne à une fédération, ou on va laisser les scénarios apocalyptiques prendre le dessus. Oui, Monsieur Aoun, on a pas mal de questions ici. Donc, la première, je commence par la première. Quels sont exactement les intérêts des États-Unis à appuyer Israël? Je ne suis pas certaine de saisir. Merci pour la présentation. Oui, et il y a plusieurs arguments qui sont en faveur de cet appui ou le comprendre entre États-Unis et Israël. Le premier, certainement, il y a une affinité culturelle. Les Juifs américains sont venus après tant de troubles et tant de tensions et des guerres, et ils sont réfugiés aux États-Unis. Et ils ont une belle presse, ils ont une belle image. Ils sont soit des syndicalistes, soit des grands avocats, ils sont dans le cinéma, le Hollywood, ils sont dans les grands bureaux d'avocats, ils sont des grands gens lettrés, des grands journalistes. Et en ce sens, ils ont un rôle dans la politique américaine et dans l'image américaine et dans la prospérité des États-Unis. Alors, c'est un argument, on le voit souvent sortir ici et là. Après, je ferai la critique pour ça. Deuxième point, c'est la loyauté stratégique. Israël est un produit américain, si vous voulez, au niveau stratégique. Il y a de tissus assez solides. Les manœuvres entre armées israéliennes et armées américaines se font 4-5 fois par année. On considère que c'est un allié fidèle. Il n'a pas jamais laissé tomber les Américains. Il a été utile pour la stratégie américaine, pour intimider ceux qui critiquent les Américains. Alors, en ce sens, il a un rôle. Troisième point, n'oublions pas qu'Israël, oui, elle a de l'aide américaine, certainement, mais aussi Israël est devenu une grande puissance scientifique, technologique, même producteur des armes, Israël. Et ça, c'est aussi à remarquer. Alors voilà, maintenant, il faut aller, certainement que cet appui américain est très solide. Et aussi, il y a une perception négative, soit des Arabes, soit des musulmans, en général en Occident. Mais indépendamment de ce point, on voit que l'appui
à Israël est en train de diminuer. Premier point ici, c'est que les communautés juives américaines appuient la solution à deux États à quelques 75%. Ils n'appuient pas M. Netanyahu. D'ailleurs, avec Barack Obama, il y a eu une dissension dans ce qu'on appelle le lobby israélien aux États-Unis, le AIPAC. Et on a vu le J Street, c'est-à-dire plutôt une organisation libérale juive qui est plus proche du thèse un peu classique des Américains et qui appuie la solution à deux États. Et en ce sens, si vous remarquez les sondages, les Arabes, musulmans et Américains appuient la solution à deux États à peu près dans les mêmes proportions que le juif américain. Alors, ce que je dis, c'est que cet appui n'est plus inconditionnel, comme dans le temps. Et encore, les Américains, de plus en plus, c'est une société de plus en plus plurielle, pluralisée. Il y a beaucoup qui viennent issus des pays africains, des pays de l'immigration du Moyen-Orient, pays musulmans et autres, qui ne voient pas et ne vivent pas et n'acceptent pas cette relation stratégique avec Israël et non plus de fermer l'œil sur les horreurs du gouvernement de la droite israélienne. Alors, ils cherchent plutôt une réconciliation. Mais vous avez bien raison que traditionnellement, les États-Unis ont une alliance stratégique avec Israël et des intérêts communs. Je vous donne un seul exemple. Jamais un dirigeant israélien a dit ce que Erdogan a dit à le président américain, vos mains sont ensanglantées. Et alors, c'est ça l'idée. L'idée que il y a une idée forte. Maintenant, oui, peut-être il fallait que j'ajoute ça, je veux m'arrêter sur ce point, que même dans les traditions chrétiennes, bibliques, chez les évangélistes particulièrement, il y a toute une théologie qui met beaucoup en relief l'importance d'Israël. Et sur ce point biblique, même si parfois c'est très critiqué par les églises catholiques, mais chez les évangélistes, c'est un point assez important. Entre les Juifs, comme ils les perçoivent, et le retour à Jérusalem, le retour pour que le Messie retourne encore, alors ce sont des idées messianiques qui se trouvent et qui donnent un certain appui ou en faveur d'Israël ou de la communauté juive particulièrement. Mais aussi, il ne faut pas oublier que oui, il y a une affinité avec Israël, mais ce sont les Américains qui ont aidé à signer toutes les thèses, comment on l'appelle, de la paix avec Israël. Alors, ce sont les Américains qui ont fait les 6 accords de paix. Et voilà. Maintenant, est-ce que ces Américains pensent bien? Est-ce qu'Israël va rester l'enfant favori, le fils favori? Je ne crois pas. Je ne crois pas. À un certain moment, les Américains vont être obligés je dis l'administration américaine, être obligée d'avoir une position juste entre les deux. Le problème, c'est que la seule puissance qui a les leviers les plus efficaces dans la question de solution du conflit israélo-palestinien, ce sont les Américains. Les Européens reconnaissent ce point, la Russie même reconnaît ce point, même si la Russie aujourd'hui est très proche de la politique israélienne. N'oubliez pas que M. Poutine est un homme très apprécié en Israël. C'est lui qui a fait les relations entre Israël et un peu de son voisinage. Alors, on va voir, mais jamais les États-Unis seront capables de fermer l'œil sur leurs intérêts à l'extérieur d'Israël. Merci, M. Aoun. Selon vous, est-ce qu'une démocratie peut fonctionner dans un pays arabe? C'est une question aussi très juste et difficile à y répondre facilement. Vous savez, il y a deux approches.
il y a l'approche qu'on appelle celle de Samuel Huntington, l'approche de choc des civilisations. Et cette approche dit, en bref, que la démocratie est une affaire occidentale, que la démocratie, c'est quelque chose qui est sorti dans les sociétés européennes, dans la Grèce ancienne, c'est sorti dans l'Amérique du Nord. Mais que quand la démocratie est ailleurs, il y a beaucoup de difficultés. Deuxième idée, qui n'est pas celle de Samuel Huntington, c'est d'un grand aussi penseur libéral, Francis Fukuyama, qui dit que la démocratie est possible et le propre de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Mais chaque culture va la voir à sa façon. Alors, vous avez deux thèses. Une thèse qui dit que la démocratie est impossible hors l'Occident, et une autre thèse qui te dit c'est un legs pour l'humanité, mais à différentes vitesses, pour s'approcher de plus en plus vers une démocratie à l'image de sa culture. Dans le cas de l'islam, où il a dit pays arabes, lui, alors si on commence par pays arabes, alors quand il y a des pays arabes qui n'ont pas les structures économiques et sociales qui sont responsables de l'apparition de la démocratie en Europe ou aux États-Unis, certainement la démocratie ne peut pas fleurir, ne peut pas sortir. Par exemple, est-ce qu'il y a une démocratie bourgeoise, libérale, va sortir dans une société patriarcale, hiérarchique, agricole, qui est un État rentier? Impossible. Impossible de sortir. Il va avoir de la tolérance, il va avoir de vivre ensemble, mais on n'aura pas le modèle politique, démocratique, libéral, connu comme on l'a connu en Occident. Alors, quels sont les pays ou les villes arabes qui ont connu ou qui peuvent connaître la démocratie? C'est quand il y a une classe moyenne large, quand il y a un début d'industrialisation, quand il y a une certaine maturité sociale, quand il y a la vie urbaine qui se développe au détriment peut-être à certains égards de les côtés ruraux, la société rurale. Alors quand il y a ces points, on peut aller chercher des formes de démocratie, comme la Tunisie par exemple, à titre d'exemple. Alors on voit qu'il y a des possibilités de le faire. Maintenant, est-ce que les pays arabes ont atteint? Non, il faut l'avouer. Si on se compare à un pays européen, certainement pas. Mais n'oublions pas que la démocratie a pris beaucoup de temps, beaucoup de siècles même en Europe pour arriver à ce qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Le printemps arabe a été aussi un signe d'espoir. Malheureusement, il est étouffé, mais c'était un signe d'espoir si on se souvient des démocraties arabes, du printemps arabe. Le slogan était dignité et liberté. Donc, le terme liberté, il est là. Deuxième point, c'était que le peuple souverain, le peuple veut le changement de régime. Alors, c'est l'idée de souveraineté du peuple, elle est là. L'ambition pour être libéral, elle est là. Donc, mais est-ce qu'il y a les conditions pour l'accompagner? Non, malheureusement, ça a été étouffé. Et ce qu'on voit dans le paradoxe, si vous voulez, que les Arabes vivent, vous avez une guerre de libération contre les Américains, contre les Israéliens, contre les Iraniens, contre les Turcs, contre tous, mais on donne beaucoup d'importance à la libération, c'est juste et acceptable, mais on ne donne pas assez pour la liberté de l'individu, le primat de la conscience, liberté de conscience. On ne donne pas à la notion de citoyenneté assez. La notion de citoyenneté est comme étouffée. On appartient plus à des tribus, à des clans, à des confessions, à des sectes, mais on n'a pas cette loyauté citoyenne en tant que telle. Et ce sont des entraves importantes. Sur la question de l'islam et la démocratie, parce que je l'entends encore,
Vous savez, l'islam, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme tous, a des textes sacrés. Les textes sacrés dans toute religion sont ambivalents, c'est-à-dire ils supportent plusieurs lectures, plusieurs interprétations. C'est ce qui explique que la religion peut survivre des centaines et mille années et plus. Pourquoi? Parce que le texte pourrait être interprété selon les nécessités du croyant. Et c'est pourquoi on peut survivre facilement avec le religieux qui reste. Alors, c'est pourquoi il faut regarder, est-ce que l'islam, comme il est interprété aujourd'hui, facilite la démocratie? Non. Malheureusement, les tendances dominantes, les tendances culturelles dominantes ne favorisent pas une sortie de la religion de l'espace étatique ou de l'espace public, comme on dit. Ce qui est arrivé en Occident, c'est-à-dire la sortie du religieux de l'État. Alors, jusqu'à maintenant, ce n'est pas clair. J'ai organisé il y a une semaine à Sherbrooke un colloque qui s'appelle Islam des Lumières. Et les intervenants ont défendu, ce sont tous des musulmans en tout cas, ont défendu qu'il y a une possibilité forte qu'avec une réinterprétation et une façon de critiquer les interprétations les plus littéralistes, les plus rigoristes, on peut faire sortir dans les textes religieux des principes qui étaient fondamentaux pour la création de la démocratie. Je veux vous dire le droit de la propriété en islam, la propriété individuelle, qui est très important pour la démocratie, il est là. Alors, nulle contrainte en religion, il est là. Le principe que Dieu va juger l'être humain pour ses péchés ou pour ses actes seul. Donc, l'individu, il est là. Et c'est en ce sens, il y a une personne humaine en islam, ce qui est un fondement très important pour la démocratie libérale ou pour la modernité en général. Alors oui, est-ce que c'est une possibilité demain matin? Pas nécessairement, pas nécessairement. Et le malheur, quand il y a par exemple dans le modèle turc, M. Erdogan, qui vient dans un pays laïque, un pays démocratique, alors on voit, il devient de plus en plus autoritaire et très islamiste. Il rêve à un certain néo-ottomanisme. Alors, donc la démocratie avance et après il y a un coup, je parle du monde arabe, il y a un coup qui fait un certain dérapage, comme le modèle que je viens de citer. Mais est-ce qu'on va perdre espoir? Pas nécessairement. C'est une lutte historique qui va prendre beaucoup d'efforts là-bas pour aller chercher les conditions objectives pour une modernité acceptable qui n'est pas antagoniste avec la foi religieuse, non plus avec le patrimoine, comme le peuple le veut, comme les gens le veulent. Oui, Monsieur Aoun, merci. Vous avez encore 11 questions. Donc, je commence par celle-ci. Donc, le Canada pourrait-il jouer un rôle de conciliateur dans la situation actuelle? Malheureusement, le Canada n'est pas une puissance méditerranéenne, n'est pas une puissance imposante au Moyen-Orient. Elle a un rôle d'appui. On a les casques bleus, on a un déploiement pour garder soit les frontières, soit aider à stabiliser quelques points litigieux ou conflictuels. Mais on a des intérêts économiques qui sont très modestes, c'est-à-dire les relations commerciales entre l'ensemble du monde arabe et le Canada n'est pas égal à 3 journées de relations commerciales avec les États-Unis, par exemple. Alors, simplement pour vous dire que c'est très minime. Deuxième point, le Canada a des problèmes, même de rupture diplomatique, avec quelques pays influents dans la région. Pour la Turquie, les relations sont troubles, sans avoir une
rupture, mais il n'y a pas une bonne entente avec M. Erdogan et ici le gouvernement canadien. Avec l'Iran, c'est une rupture totale. Avant l'avion ukrainien, vous savez que le Canada a expulsé les diplomates iraniens et ils les ont considérés comme personnes non grata. Et jusqu'à maintenant, on va pu rétablir les relations avec l'Iran. Avec l'Arabie saoudite, on a des problèmes encore à cause du contrat de vente des armes où ici, les Canadiens, nous avons eu certainement beaucoup de, je dirais, un certain désaveu des Saoudiens sur le registre des droits de la personne et on était un peu coincé comment on pourrait équilibrer nos valeurs et nos intérêts dans les relations avec l'Arabie saoudite, de la sorte que l'Arabie saoudite est presque dans un froid, même une rupture avec le Canada. Et il y a d'autres éléments qui sont rentrés. Il y a un ancien chef des services de renseignement saoudien qui a pris refuge ici au Canada et que les Saoudiens le veulent, mais le Canada ne peut pas le livrer. Et c'est en ce sens il y a ce trouble. Le troisième point aussi pour les Saoudiens, comme pour les Iraniens, il y a la question des droits des femmes. Vous savez qu'il y a des filles saoudiennes qui ont pris la fuite, qui sont venues au Canada contre le gré de leurs parents et leur gouvernement. Et on a la question qui est très médiatisée de Raif Badawi, comme vous le savez. C'est aussi qui a jeté le froid entre les deux pays. Alors pratiquement, pour les trois pays les plus importants au Moyen-Orient, le Canada n'est pas en bon terme. Et même avec les Émirats arabes unis, il y a eu à des périodes troubles. Mais avec l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, les choses sont très bien. Mais est-ce que le Canada a une puissance d'imposer ou de s'impliquer? Non, mais le Canada garde, je sais que parfois pour les Canadiens, ce n'est pas clair, mais le Canada garde dans la région un certain halo de respectabilité. Et il y a une respectabilité pour le Canada. Elle a une certaine autorité morale. Elle n'est pas, je dirais, très exemplaire, mais elle est là. Elle est là. Donc le Canada pourrait jouer, gérer des relations interculturelles, le dialogue entre Palestiniens et Israéliens, entre intercommunautaires. Le Canada a une bonne expertise et on a beaucoup de gens qui pourraient s'impliquer et le faire. Mais comme je vous dis, le Canada a cette autorité morale, mais elle n'a pas nécessairement les grands intérêts dans la région. Oui, merci beaucoup, M. Aoun. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la politique au Liban actuellement? C'est un verrouillage complet et malheureusement, le Liban, qui a été connu d'être Suisse d'Orient, aujourd'hui, le système politique est bloqué et le maître de la scène libanaise, c'est certainement le Hezbollah. Et c'est lui qui a créé un État parallèle, une économie parallèle, et il est capable d'imposer son dictat sur les décisions politiques libanaises. Ça, c'est un point, un constat. Il y a des gens qui aiment ça ou des gens qui critiquent, mais c'est un constat. Deuxième point, le système bancaire libanais qui a été le fleuron du Liban et dans toute la région. C'est pourquoi le Liban, on l'appelait la Suisse d'Orient, aujourd'hui est bloqué. Les Libanais ne peuvent pas accéder à leurs épargnes, les épargnes de leur vie, et ils n'arrivent pas. Et on le donne par gouttes et gouttelettes. Et ça, c'est aussi un risque. Le Liban qui a connu une classe moyenne qui peut aller jusqu'à 73% de sa population, aujourd'hui, le Liban vit la misère. À 48 à 50% des Libanais pourraient être catalogués comme des misérables, des pauvres, et même la famine risque d'une certaine façon sur à peu près 30% des Libanais. Malheureusement, la situation du Liban
est lamentable. Et il y a aussi un blocage politique, un gouvernement démissionnaire, et on n'arrive pas à former un autre gouvernement à cause d'une polarisation entre le président de la République, Michel Aoun, et le premier ministre mandaté pour former, Saad el-Hariri. On voit une polarisation entre les deux et pratiquement ça fait une paralysie dans le pays. Et dernièrement, d'ailleurs aujourd'hui, et entre hier et aujourd'hui, il y a un nouveau problème avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui est le fournisseur le plus important d'argent pour reflouer le système monétaire libanais et la reconstruction. Il y a eu un premier problème il y a quelques semaines, le trafic de drogue qu'on a mis dans les fruits et ce qui a boycotté, et les Saoudiens ont boycotté le commerce agricole avec le Liban, qui est un coup dur pour les campagnards et les villageois libanais. Et maintenant, le ministre des Affaires étrangères au Liban dit des grossièretés contre l'Arabie saoudite, et on voit tout un mouvement maintenant partout dans les pays du Golfe qui sont insultés de les accuser d'être des Bédouins, en même moment où les Émirats arabes unis ont des gratte-ciel à n'en plus finir et où la vie là-bas est devenue très luxueuse et même ailleurs. Alors maintenant, peut-être il va démissionner. Il est dans un gouvernement démissionnaire, mais il va aussi lui-même sortir du cabinet complètement. C'est ce que j'ai compris avant de rentrer ici. Ouais. Merci. Nous avons ici, je pense, un commentaire. Monsieur Biden a contribué par inadvertance à la série meurtrière d'hostilité des Palestiniens contre Israël. Oui, ça, c'est une thèse aussi défendue dans les grands journaux américains, que le fait qu'il a considéré que ce problème est latent, il est endormi, il n'a pas besoin de le regarder, il a regardé simplement vers l'Iran. Alors ça lui fait des critiques. Le fait qu'il a critiqué l'Arabie saoudite, qu'il a arrêté le commerce d'avions avec les Émirats arabes unis, c'est une critique qui dit vous avez regardé simplement sur un dossier, vous avez ignoré vos propres alliés simplement pour faire une distance critique ou pour renverser une opinion de Trump. D'ailleurs, c'est le malheur aux États-Unis, non pas lui, souvent ça se fait. Alors, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit encore quelque chose. Quand tu as commencé avec l'idée que tu veux retourner au dossier nucléaire, les Iraniens ont senti plus de liberté d'aller frapper encore. Les Houthis frappent plus les Saoudiens qu'avant, quand il a dit j'arrête mon appui aux Saoudiens logistique et militaire. Les Houthis deviennent plus confiants qu'ils peuvent humilier plus les Saoudiens et gagner des points contre eux. Et en même temps, quand il a décidé d'ignorer un peu la cause palestinienne, on voit que le Hamas, l'Iran, a vu, par exemple, pour M. Netanyahou, il est resté un mois sans l'appeler. Dans les traditions américaines, généralement, Netanyahou reçoit parmi les premiers, après le Premier ministre canadien, un appel téléphonique. Il l'a ignoré. Alors, le fait de l'ignorer, ça a encouragé les gens d'attaquer. Alors, ce sont des thèses connues surtout dans le milieu républicain. Mais oui, peut-être parce qu'il n'a pas été assez énergique. Oui, mais on ne savait pas. D'ailleurs, ça a été pris vraiment par surprise. Oui, merci beaucoup. On a encore 10 questions. Donc, quel est l'intérêt de la Turquie d'appuyer les Palestiniens au risque de se mettre le temps à dos? La Turquie, avec M. Erdogan, croit qu'elle a une ambition néo-ottomane, comme l'Empire ottoman dans le temps. Tous ces pays, tous ces districts, toutes ces provinces l'appartenaient. Et parce que M. Erdogan veut jouer le rôle du calife des musulmans, alors il veut devenir le porte-parole des musulmans et il veut appuyer toute cause musulmane.
pour son propre bien et aussi pour leur propre bien. Un peu comme l'Iran, si vous voulez. L'Iran qui appuie toutes les communautés chiites partout dans le monde. Alors lui, il veut appuyer les sunnites et les musulmans sunnites partout dans le monde, comme en Azerbaïdjan, comme en Turquie, sauf les Kurdes pour lui. Les Kurdes, c'est une menace terroriste. Mais les autres, il va appuyer partout en disant, convaincu certainement, qu'il veut reprendre la gloire du califat musulman, cette fois-ci néo-ottoman. Merci. Est-ce que le retrait des États-Unis de l'Afghanistan a une incidence sur la dynamique actuelle? Quand même surprenant que le monde arabe ne défende pas davantage, au moins en parole, les Palestiniens. Je comprends que le monde arabe est effondré en ce moment. Oui, pour la question de l'Afghanistan et le retrait, oui, il y a beaucoup de pertinence dans ce commentaire. C'est que le fait que les Américains, et c'est une critique contre Biden encore, et contre Trump dans le temps, que quand vous dites « je veux me retirer », ça va donner des perceptions, des convictions chez vos ennemis, vos rivaux, que vous êtes sortant. Et quand vous êtes sortant, on va plus vous frapper pour que vous accélériez votre sortie de la région. Et il y a toute une perception dans la région que les Iraniens sont les habitants de ce Moyen-Orient, les Turcs, les Arabes, et que les Américains sont des étrangers. Alors, ils devraient partir en premier. Vous voyez? Et ça peut aider en ce sens que le fait de signifier que je me retire et que je n'ai plus ni d'énergie, ni je veux faire des sacrifices pour des conflits interminables, alors à ce moment, ça peut accélérer le repli américain. Et pour les talibans, c'est assez intéressant parce qu'ils ont guerroyé les talibans pour des longues années et maintenant les talibans, de nouveau, se prêtent pour reprendre le pouvoir en Afghanistan. Alors, c'est une bonne leçon aussi pour le Hamas. Si les talibans reprennent le pouvoir, pourquoi moi, le Hamas, je n'évince pas Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne et je serai leur héritier? C'est ce qui arrive. Et les Américains, quand ils envoient des messages qu'ils sont en retrait et ils se retirent, et alors à ce moment, les gens vont essayer d'accélérer leur repli et leur retrait. Oui. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'est très très riche. Je voulais savoir avec la situation actuelle où on voit que le conflit israélien et palestinien se répète de façon cyclique, on peut observer que la solution à deux États n'est plus envisageable devant la droite israélienne qui cherche le conflit et le Hamas prêt à répondre. Ne serait-il pas possible de mettre en tutelle cet État aux mains des grandes puissances afin de trouver une solution le temps que la situation change? On peut penser à la frontière à Chypre. Oui, c'est une très bonne question. Elle est reliée avec la précédente encore, que les pays arabes aussi donnent de l'appui humanitaire. Mais comme je dis, si il y a des perceptions dans les milieux arabes et musulmans que Hamas s'est invité dans le conflit, le contentieux immobilier, et que c'était une intifada plutôt pacifique, elle l'a rendu plus militaire pour se servir et servir Netanyahou par ricochet. Alors ça, c'est pourquoi les pays arabes sont comme hésitants à prendre des positions fermes en faveur de Hamas, mais ils prennent des positions assez importantes au niveau humanitaire. Alors, pour la question de la tutelle, oui, il y a une possibilité, comme je dis, par exemple, dans la Cisjordanie et dans Gaza, que l'Égypte et le royaume jordanien s'invitent encore plus dans la gestion de cette situation. Par exemple, dans le cas de Gaza, pourquoi on ne fait pas, disons, une coalition des pays arabes, les pays riches, les pays qui ont des puissances techniques et autres, de rendre Gaza un espace qui pourrait se développer, avoir de la reconstruction et le démilitariser. C'est le point. Si on le démilitarise, pourquoi dans un petit lopin de terre où la densité démographique est 11 000 à 12 000 personnes par kilomètre carré,
on peut avoir tout cet arsenal. Alors ça, c'est un point. L'autre point aussi qui est posé sur le modèle chypriote, ça, c'est possible. Peut-être sans mettre toute Gaza sous tutelle, les Égyptiens pourraient déployer une force égyptienne ou égypto-arabe sur les frontières et garantir la stabilité et assurer une certaine stabilité pour la reconstruction et le développement. Ça encore, c'est possible. Et pour le royaume jordanien, lui, il est très soucieux que s'il y a un effondrement de l'autorité palestinienne de M. Abbas, que le lieu saint de l'islam à Jérusalem soit de nouveau sous sa tutelle. Parce que traditionnellement, c'est le royaume hachémite qui gère les lieux sacrés à Jérusalem. Alors c'est pourquoi il y a une possibilité de voir une réinvention d'une coopération arabo-musulmane avec les Palestiniens pour stabiliser, reconstruire. Mais pour la solution à deux États, moi aussi, je suis assez sceptique parce que, comme je disais, il y a peu de territoire pour les Palestiniens. Mais aujourd'hui, on peut le faire, si vous voulez, avec un marché ouvert, avec des frontières ouvertes. C'est possible. On a au Canada, par exemple, une économie ouverte. Il y a des frontières tracées entre les provinces, mais on a quand même un commerce qui est fluide. On peut faire de même. On peut faire aussi une mobilité dans les populations. C'est possible. Alors, mais pour l'instant, c'est un abcès de fixation très rigide. Il faut voir si jamais on a une puissance qui est capable d'accoucher des solutions innovatrices. Merci, M. Aoun. Y a-t-il des leaders autres que ceux en place du côté juif et palestinien qui seraient plus conciliants? Oui, certainement. Il y a des forces de la paix qui sont très intéressantes dans le milieu palestinien, dans le milieu israélien. Il y a beaucoup de personnalités libérales qui appellent à la paix, même des personnalités qui critiquent les fondements parfois des grandes idéologies qui dominent, le sionisme ou le panarabisme ou le panislamisme. Mais ce sont des forces libérales, disons, progressistes, mais malheureusement, dans le système électoral israélien, ils n'arrivent pas à arriver sur le devant de la scène. Ils sont plutôt dilués. Et parce que les partis religieux sont de plus en plus forts, ils les étouffent. Quand je dis religieux, cela ne signifie pas que dans le judaïsme, il n'y a pas vraiment des gens engagés pour la paix et des gens même qui refusent la militarisation de l'État d'Israël. Mais c'est une autre question. Mais pratiquement, les gens de la paix, disons, n'arrivent pas à sortir dans le système. Preuve en est, depuis l'assassinat de M. Rabin jusqu'à maintenant, c'est la droite qui domine. Il a été assassiné par un ultra-orthodoxe et ultra-conservateur. Alors vous comprenez, c'était l'homme fort, l'homme qui peut apaiser les Israéliens, les amener à la paix. Et depuis son assassinat, M. Arafat, dans le temps, il a perdu la boussole parce qu'il n'a plus un partenaire. Et voilà. Et chez les Palestiniens, il y a certainement des gens. N'oubliez pas que la première intifada était plutôt pacifique, l'intifada des pierres. Mais par après, ça prend des symboliques religieuses. Ça devient l'intifada de Al-Aqsa. Vous voyez, était intifada des cailloux, ça devient. Alors, oui, il y a une montée, si vous voulez, une récupération par les discours religieux, mais il faut, comme on s'est dit, comme le Canada, comme on a vu à Oslo, comme on a vu Norvège ou autres, aller chercher une possibilité de créer ces tendances pacifistes dans les deux côtés. Merci. À long terme, ne serait-il pas dans l'intérêt d'Israël de collaborer avec le peuple palestinien? Les Américains n'auront peut-être pas toujours le même poids économique sur le plan mondial. Oui, et c'est parfait. C'est pourquoi il y a dans la diplomatie russe une possibilité en ce sens. Pour ceux qui connaissent l'histoire un peu, on sait qu'il y avait des coalitions entre le Parti communiste palestinien, le Parti communiste israélien. Il y avait des gens
de la gauche israélienne avec la gauche palestinienne. Il y avait des relations, mais comme on se dit, ils étaient accusés de traîtrise et de trahison. Mais si j'ai bien compris la question, oui, il y a des possibilités. Mais quand, par exemple, quand en Israël, le système électoral n'arrive pas à propulser sur le devant de la scène un homme, disons, pacifiste, sans les nommer, mais je ne veux pas nommer parce que chacun a sa petite critique, mais pour dire que quelqu'un qui dit, voilà, il faut faire la paix des braves. Il faut faire la paix des braves, on ne peut plus. Aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup de voix qui disent, qu'est-ce que vous faites, monsieur Netanyahou? Vous êtes en train de détruire l'État d'Israël pour vos propres calculs d'intérêt. Ces voix, qu'on le voit, on les lit, on les voit partout dans les réseaux sociaux, on les voit ailleurs. Mais ces voix n'arrivent pas à avoir un parti politique qui les représente, qui est dans le système, qui rentre et qui prenne les commandes. Même chose chez les Palestiniens. Moi, je me souviens, j'avais des amis palestiniens qui ont été frappés par l'autorité palestinienne parce qu'ils osaient dire que votre façon de régler la question n'est pas bonne. Vous êtes pris dans la corruption, vous êtes pris à évincer les voix qui vous critiquent et vous ne faites pas suffisamment d'appuyer la dynamique de la paix. Alors oui, il y en a, mais malheureusement, ils sont affaiblis. Merci. Pourquoi il n'y a pas de chance de démocratie dans plusieurs pays du Moyen-Orient? Comme j'ai répondu un peu à cette question, mais comme je vous dis, le Moyen-Orient est une région assez sismique. Il y a beaucoup de troubles, de turbulences géopolitiques. Alors, ce qui fait qu'elle est instable. Et parce qu'elle est instable, généralement, il est très difficile de faire germer des idées démocratiques. En plus, et ici c'est un peu plus astucieux, par exemple, il y a beaucoup de richesses pétrolières. Et les richesses pétrolières dans le monde arabe sont sorties où? Dans les parties les plus désertiques, dans les parties du Sahara, si vous voulez. Et cette manne pétrolière est venue de la sorte que l'État devient propriétaire de cette ressource. Il devient ce qu'on appelle un État rentier. Un État rentier, par définition, n'a pas besoin de ses citoyens, n'a pas besoin d'un citoyen, parce que dans la démocratie, no taxation, no representation. Si vous ne faites pas une taxation, vous n'aurez pas droit à une représentation. Et c'est en ce sens que cet État rentier a étouffé la possibilité de démocratie. Et il a eu des débordements ailleurs. Si on remonte, par exemple, quelques décennies, en Syrie, par exemple, entre les deux guerres, et surtout, il y avait un moment libéral. En Irak, la même chose. En Égypte, la même chose. Ailleurs, c'est la même chose. Mais quand il y a eu la première guerre en Palestine et les Palestiniens ont été chassés, alors le slogan de libérer la terre occupée et avec le slogan de chasser la puissance coloniale a primé sur la question de bâtir une démocratie et qu'elle soit appuyée par un vouloir citoyen assez imposant. Merci. L'ONU peut-elle intervenir globalement et où serait-il possible de créer un tel pouvoir pour intervenir? Oui, si on prend pour le modèle libanais, la FINUL, il y a une puissance intermédiaire composée de plusieurs nations qui vient sur les frontières entre Israël et le Liban et qui surveille le cessez-le-feu, disons, ou la trêve entre les deux pays. Ça, c'est une possibilité pour l'ONU de créer encore un déploiement d'une force unisienne sur les frontières entre Gaza, par exemple, et Israël, entre la Cisjordanie, ou par exemple une force internationale, comme voulait le Vatican, par exemple, de veiller sur l'accès libre à la ville sainte Jérusalem, et sans qu'elle soit toute judéaïsée, que Israël ait sa capitale et les Palestiniens ont leur capitale Jérusalem-Est, sans qu'elle soit unifiée comme veut la thèse israélienne, mais avec un accès libre sous supervision
des puissances internationales, de l'ONU, je veux dire, onusienne. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent être sur la table à condition qu'il y a un peu un apaisement de bonne foi. L'ONU peut jouer, mais n'oublions pas que l'ONU est le reflet, le miroir des puissances membres. Si les puissances membres vont torpiller les résolutions, ils peuvent le faire. En Syrie, la Russie a mis son veto sur toutes les décisions que les Américains voulaient et les Européens. En Israël, les Américains mettent de veto sur tout ce que les Russes et les Européens veulent. Alors, c'est comme ça. Malheureusement, l'ONU reflète les rivalités entre les puissances. Merci beaucoup. Les États-Unis dépendent beaucoup sur le gaz du Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient a subi donc tous les objectifs des États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont assez de pouvoir malgré tout? Oui, certainement. Tout d'abord, rectifions cette question du gaz et du pétrole. Les États-Unis importaient du pétrole de la région du Moyen-Orient en général autour de 18 à 20% de ses besoins. Aujourd'hui, cela ne dépasse pas 4%. Alors, vous comprenez que ce pétrole n'est plus la même importance. Même M. Trump se targuait que la puissance américaine n'a plus besoin du pétrole de l'extérieur des États-Unis et du Canada. Et même les États-Unis sont devenus la première puissance de benzine, d'essence. Elle exporte et non pas simplement elle consomme de sa propre production d'essence. Alors voilà pour ce premier point. Deuxième point, oui, le Moyen-Orient en général a subi les pertes des puissances européennes dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit la montée des États-Unis comme héritière de la puissance britannique et encore des différentes puissances européennes. Et entre les deux guerres, le regard sur la puissance américaine, c'est un regard positif. C'était les principes du président Wilson, les 14 points, qui est pour libérer les peuples, et il y avait un regard très positif à l'égard des États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça est resté un peu, mais quand il y a eu la polarisation entre Union soviétique et Américains, les Américains ont commencé à perdre cette image, je dirais, positive. Il y a des pays arabes qui sont rebellés contre les intérêts américains et la domination américaine, sont allés dans la case d'Union soviétique, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, on voit de nouveau ces pays revenir dans le giron américain. Mais avec les États-Unis, pour rendre la chose un peu plus en raccourci, c'est une puissance haïe et aimée à la fois. À la fois, il y a de la répulsion et il y a à la fois de l'attraction. Merci, M. Aoun. Ici, j'ai deux commentaires. L'escalade à Gaza est un test et le président Joe Biden a échoué. Oui, d'accord. Sur ce Donc, point, oui. Pour l'instant, c'est d'accord. C'est en ce sens que et il n'a pas pris une position. Mais j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'il craint qu'il va donner une caution à un groupe terroriste et les républicains vont sauter sur l'occasion pour le critiquer fortement. Voyez? Et il veut critiquer Netanyahou et il craint les républicains. Et s'il veut aller avec ce que les voix radicales dans le parti et dire que l'État d'Israël est un État apartheid, il va avoir aussi beaucoup trop. C'est pourquoi il était comme hésitant, mais il a été peut-être pris par surprise. Mais je ne sais pas comment Hadi Amr et Anthony Blinken vont faire sortir un certain cadre de l'intervention de Biden, plus intéressante, je veux dire. merci. Biden a levé la désignation de terroristes mondiaux aux Houthis, les Houthis soutenus par l'Iran. Il a aussi rétabli les 235 millions de dollars que Trump a retirés. L'aide a été rétablie sans condition, alors on peut faire ce qu'on veut et le Hamas a profité de cette faiblesse de Biden.
Oui, ça, c'est comme je disais avant, ça, c'est une thèse très connue parmi les milieux conservateurs américains et surtout républicains, qu'il voit qu'il a mal joué. Il était plus obstiné à renverser les décisions de Trump et l'approche de Trump et jusqu'à tomber dans l'extrême. Et ça, c'est une thèse défendue quand même, comme je dis, dans les milieux conservateurs et républicains américains particulièrement. Et c'est en ce sens qu'il fallait prendre son temps et donner l'impression, et ce n'est pas lui qui est responsable, c'est souvent ça fait dans l'histoire américaine, souvent. Et quand le nouveau président arrive, le premier souci, c'est de renverser ce que l'autre a fait. Et ça, c'est malheureux. Il fallait certainement être plus rassembleur sur ce point. Mais oui, j'entends souvent surtout dans les derniers jours, j'ai remarqué que dans les Wall Street, The Hill, dans les Fox News, ça c'est connu, on ne va pas en parler parce qu'ils ont une position vocale très forte contre Biden, mais même dans les New York Times, les Washington Post, on a remarqué que qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, il a donné à l'Organisation de la santé encore la contribution américaine au moment où les experts de la santé sont allés en Chine, sont revenus bredouilles. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Les Chinois les ont presque sont moqués d'eux. Alors voilà. Et ici, je veux aller à quelque chose un peu plus en profondeur. Vous avez aux États-Unis ces deux tendances. Une tendance réaliste, conservatrice, je dirais, forte, musclée, et la tendance démocrate plus droit de la personne, plus diplomatie en douceur. Et on alterne entre les deux. Mais M. Biden, lui, personnellement, je crois qu'il va reprendre peut-être une certaine dynamique et rendre justice dans la cause palestinienne et rétablir les liens avec les alliés américains, comme je disais au début. Ce ne serait pas possible pour M. Biden de renverser les accords de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, parce que simplement les Émirats arabes unis ont appuyé Trump. C'est difficile de l'accepter. D'ailleurs, Anthony Blinken a fait tout un tour aujourd'hui avec les ministres de Bahreïn, Émirats arabes unis, les Saoudiens, les Jordaniens, les Marocains. Il a parlé à tout le monde. Et quand vous décryptez ces déclaration, il était très élogieux, par exemple, à l'égard du Maroc, parce qu'il comprend qu'il y a eu une frustration en ce sens. Merci, Monsieur Aoun. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous pourrez lever la main si vous voulez. Donc, il nous reste 10 minutes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question directement à M. Aoun? Donc, si c'est le cas, levez la main pour que je puisse vous permettre de parler. Donc, je ne vois pas de main levée. Est-ce que moi, je vois ce qu'on appelle discussion? Oui. Ah non, ça, c'est autre chose. J'ai déjà tout lu, toutes les questions. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur lever la main pour pouvoir poser la question directement à M. Aoun. OK, donc je vois Monsieur El Grabli. Monsieur El Grabli, donc je réactive votre micro, s'il vous plaît. Okay. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voudrais tout simplement faire un commentaire. C'est que vraiment, je suis très satisfait par le discours de M. Ayoun. J'ai vu que vraiment, il était juste dans tous les points. Bravo, M. Ayoun. Merci beaucoup. Je vous félicite.
Merci beaucoup, c'est gentil, c'est Merci gentil. beaucoup, Monsieur Mais Karabi. comme vous savez, parfois, dans les propos ou les analyses sur cette question épineuse, parfois, il y a des angles qui deviennent aveugles pour l'analyste, d'autres, et parce qu'on pourrait reprendre, nous, dans nos cours, et il y a une continuité, on se rectifie, on s'ajuste. C'est en ce sens que vous avez, merci pour cet encouragement, mais je comprends aussi que des personnes ne voient pas nécessairement que j'étais juste sur quelques points, mais c'est dans la normalité des choses. Parfois, cela dépend de l'expérience de la personne, de sa culture, euh, peut-être aussi des idées, ce qu'il a. Mais j'aime bien, avant que vous partiez, je veux pas, je sais que vous êtes fatigué peut-être un peu. Euh, Quand on a les principes de base ici, le principe de base que ces peuples méritent de bien vivre, que la cause palestinienne ne devrait pas être récupérée pour des agendas à l'extérieur des intérêts des Palestiniens, que pour décider sur le sort des Juifs et des musulmans et des chrétiens dans la question de la Palestine, il faut de la réconciliation, il faut du dialogue. Et Jérusalem appartient à tout le monde. Le feu, le roi Hussein de Jordanie, le père de ce roi actuel, disait que Jérusalem est sous la tutelle de Dieu, sous la protection de Dieu, sous la bienveillance de Dieu. Alors oui, si jamais on est des monothéistes, alors on peut aller. Si nous sommes des agnostiques ou non-croyants, alors à ce moment, on parle de plus de droits équitables d'accès à ces sites, à sa liberté de conscience. Alors il y a mille et mille façons. La condition la plus importante, c'est d'extirper la cause palestinienne du jeu des nations et des intérêts et des rivalités, et pour taper sur les Palestiniens, sur les Juifs, en faveur des intérêts des puissances dominantes. Ça, c'est le point. Mais par après, de bonne foi, on fait l'analyse selon notre limite, nos limites de savoir, notre liberté de conscience, pas plus. Merci. On a deux questions. Donc, ici, Monsieur Sévigné qui veut vous poser une question. Donc, s'il vous plaît. Sévigné, allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon. Je vais vous poser une question un commentaire qui semble peut-être un peu naïf, mais j'ai déjà entendu ça d'un jeune dans ma famille. Les États-Unis, tout ce qu'ils ont fait, et là on parle de plusieurs administrations américaines, ça n'a jamais été concluant. Donc, pourquoi s'obstiner à garder les États-Unis comme l'intervenant qui a la solution? Oui, parce qu'on pense par négation. Est-ce que les Chinois peuvent résoudre ou faire mieux? Alors, la réponse négative. Est-ce que la Russie a les compétences et les capacités et faire mieux? Aussi, la réponse n'est pas concluante. Pour les États-Unis, parce que toute la chose est dans la relativité. Les États-Unis ont fait signer jusqu'à maintenant, comme je disais, au moins 6 accords de paix avec Israël. Il n'y a aucune autre puissance qui est capable de faire accoucher ces accords de paix. Malgré que c'est limité, malgré que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas l'idéal, mais au moins ça. Deuxième, autre point qui est important, c'est la puissance, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est la puissance dominante de l'ordre international, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle le Bretton Woods, ce qu'on appelle la conférence de Yalta. Les Américains gèrent, mais les Américains, pour les critiquer, on les appelle reluctant sheriff, le shérif hésitant. C'est un shérif qui veut et qui ne veut pas, qui veut suivre le voleur, mais qui s'arrête à mi-chemin. Ils n'ont pas longue haleine, non pas. Mais
Et ça, c'est vrai. C'est pourquoi, avec Biden, ce qu'on espérait, et j'espère toujours, avec le multilatéralisme, quand il a tendu la main à l'Europe, c'est bon de resserrer les liens atlantiques. Au contraire de M. Trump qui a snobé un peu, si vous permettez l'expression, les alliés européens. Alors, si on a un très bon lien transatlantique, on a une ouverture sur le monde qui peut le rendre plus, je dirais, efficace et pour les intérêts américains et pour établir la paix. Comme c'est arrivé en Bosnie, les Américains ont aidé à créer l'État musulman, le seul en Europe, au Kosovo. Et Kosovo a signé la paix avec Israël, malgré que ces musulmans ont été aidés par beaucoup de musulmans, mais c'est un pays qui a signé la paix avec Israël. Alors, ce que je dis, c'est que oui, les Américains, c'est limité, oui, les Américains ne sont pas toujours modestes, ils sont assez arrogants, et parfois ils rentrent comme un éléphant dans une salle de porcelaine. C'est vrai, mais ce qui est vrai encore, ils ont des acquis. Et quand il y a une autre puissance qui va monter, on va certainement, chaque peuple, chaque État, chaque société va peser le pour et le contre et sortir avec une nouvelle alliance. Et ça, c'est bon. Et aussi parce que les Américains, c'est un point qu'on ne souligne pas assez. Ils n'ont pas beaucoup besoin du monde et ont besoin du monde. C'est-à-dire, ils consomment autour de 88% de leur propre production eux-mêmes. Le Japon exporte 80% de sa propre exportation. Et la Chine encore, ne croyez pas qu'elle dépense sur son marché interne. Et il y a autour 27% à peu près de produits chinois, c'est pour l'extérieur. C'est en ce sens que les Américains parfois sont hésitants. Ils ont besoin du monde et ils n'ont pas besoin du monde. Mais en tout cas, ce serait une bonne conférence. Monsieur Aoun, je me permets juste un commentaire. Vous savez, la blague à propos des Américains, c'est qu'une fois qu'ils ont tout tenté et que tout a échoué, à la fin de la journée, ils vont trouver la solution. Fait que là, peut-être dans les prochaines 10 années. J'espère de mon vivant et votre vivant. Merci, M. Sévigné, merci, M. Aoun. Une dernière question que j'ai ici dans les questions et réponses. Bonjour, je voulais savoir si avec ce nouveau monde multipolaire, jusqu'à quel point cela va affecter le Moyen-Orient et si cela va être positif ou problématique. Merci encore. Oui, certainement, on va voir, parce que le Moyen-Orient, comme vous savez, c'est plusieurs Moyen-Orient, comme je disais. Si on parle de la région du Golfe, si on prend l'Arabie saoudite, elle se prépare pour une économie non pétrolière. Vous avez entendu, par exemple, de leur grande ville Neom, avec des grandes universités, qui est à l'écart des villes traditionnelles, Jeddah et Riyad, qui est avec leur vision qu'on appelle 2030. Alors, ils essaient de se préparer. Dubaï, Abu Dhabi, les Émirats arabes unis encore se préparent à une économie post-pétrolière et multipolaire. Par exemple, les relations avec la Chine, avec la Russie sont quand même assez intenses. Mais le parrain politique, géopolitique, reste les Américains. Ça, c'est le point. Mais oui, et pour un monde multipolaire, certainement les Américains ne seront plus en tête de ce monde, peut-être en 20 ans, en 15 ans, 30 ans, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, que pour 330 millions de population, les Américains, ils vont garder autour de 17% au moins de l'économie mondiale pour que les Chinois arrivent, eux, 1,5 milliard pour arriver à 25% de l'économie mondiale. Ce n'est pas surprenant. Alors, c'est pourquoi la question, plus on va dans une diplomatie multilatérale, plus le monde peut s'équilibrer, c'est ce qui est le plus important dans l'ordre international, de se rechercher des nouveaux équilibres après des mutations ou après des changements. Moi, je suis Canadien, Québécois, et j'ai à cœur que les intérêts du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord soient bien protégés et toujours prospères. Alors, c'est pourquoi, dans mon angle, je regarde aussi comme citoyen
qu'est-ce qui est bénéfique pour nos économies, pour notre vivre ensemble, pour notre concorde sociale. Ça m'intéresse beaucoup. Quand je vois qu'en Chine, c'est un pouvoir autoritaire et que le président, il est élu à vie, et quand en Russie, un président qui est autoritaire, et voilà, je dis, moi, je préfère m'héberger dans notre démocratie avec ses limites, et avec ses failles et ses handicaps. Merci beaucoup, M. Aoun. Donc, cette conférence s'achève. Merci beaucoup de votre attention. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, on a eu beaucoup d'informations. Et donc, sur ça, je vous dis au revoir et bonne soirée et à la prochaine. Oui, merci à vous. Merci pour l'invitation. Au grand plaisir. Au grand plaisir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci.